Mes chers élèves de troisième année, salam alaykum wa barakatuh. Pendant cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de vous présenter un autre exemple d'examen régional de la région Tanger-Tétouan-Husman, mais pour la session de juin. Ala barakatillah, commençons par la restitution des connaissances et on vous demande de les joindre ce schéma-là. Alors, le premier élément, c'est l'intérieur de la cellule cytoplasme. Un noyau au centre et des prolongements cytoplasmiques appelés aussi dendrites. Cette partie-là tout entière, c'est le corps cellulaire et cette partie-là, c'est l'axone ou bien on dit la fibre nerveuse. Et celle-là, ça ressemble à des branches d'arbres qu'on appelle l'arborisation terminale. Et ça, c'est le titre, la cellule nerveuse ou bien neurone. Deuxième question, vous avez 4 propositions. Écrire en rouge et on vous demande de savoir quelle est la réponse qui convient à chaque proposition. Alors, les éléments étrangers du corps qui provoquent une réponse immunitaire sont appelés des anticorps, des antibiotiques, des antigènes, protéines sériques. Alors, pour les anticorps, ce sont des éléments produits par les plasmocytes qui vont attaquer les antigènes, donc c'est pas ça. Les antibiotiques utilisés pour, c'est un médicament pour guérir une maladie surtout bactérienne. Les protéines sériques, ce sont des éléments qui sont circulant dans le sérum, donc c'est pas ça. Donc les éléments sont pas étrangers. Alors pour les éléments étrangers, ce sont les antigènes. Pour la deuxième proposition, une toxine et c'est une substance produite par certaines bactéries, pas tout est. Un anticorps, on a dit c'est quoi l'anticorps? Un virus de la grippe, ce n'est pas un virus. Une enveloppe qui entoure certaines bactéries, ce n'est pas ça. Donc, ça restait une substance produite par certaines bactéries. Exemple, le bacille tétanique. La troisième proposition de réponse inflammatoire. Donc, inflammatoire, c'est-à-dire après que, c'est-à-dire une blessure bien plaie, on observe qu'il y a des symptômes au niveau de la plaie, le gonflement, la rougeur, la douleur, etc. Alors, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est une réponse et une mémoire immunitaire? Donc la mémoire immunitaire, c'est après d'un antigène et l'introduction des lymphocytes B, etc. Donc ce n'est pas une réponse immunitaire spécifique, elle est naturelle. L'intervention des lymphocytes, bien sûr, ce sont eux qui vont s'intervenir pour... Voilà, l'intervention phagocytaire, donc les lymphocytes, ce sont eux qui vont produire les anticorps. Sans orientation exclusivement vers les champignons, non, c'est pas pour les champignons, c'est pour tout antigène qui entre dans le corps. Alors la quatrième, les lymphocytes sont produits au niveau 2. Alors la rate, c'est l'endroit où on peut trouver normalement les cellules immunitaires. Le thymus, c'est l'endroit de maturation des lymphocytes T. Ganglion facique, l'endroit où on peut trouver où se multiplient les lymphocytes. Donc ça reste l'endroit de fabrication, c'est la moelle osseuse. Ici, vous avez 2 groupes. Premier groupe, ce sont les cellules immunitaires et le groupe en face, il y a la fonction de ces cellules immunitaires. Donc, les polynucléaires, quelle est la fonction principale qui correspond à cela? Donc, les polynucléaires, bien sûr, ce sont des cellules qui réagissent pour la phagocytose des antigènes. Alors, les lymphocytes T8 tueuses, c'est quoi? Donc, c'est la destruction des cellules infectées. Infectées par quoi? Infectées par les virus, ou bien infectées par des cellules, par exemple le BK, ou bien les cellules cancéreuses. Alors, pour la lymphocyte T4, très intéressant, c'est celui-là. Ce sont eux qui activent les diverses cellules immunitaires pour la production des anticorps, ou bien pour la cytotoxicité. Alors, ça arrête les plasmocytes, ce sont eux qui produisent les anticorps. Ici, on vous demande de dire c'est vrai ou faux. Donc, la consommation de drogue et des stimulations entraîne une augmentation des capacités du système immunitaire. Est-ce vrai ou faux? C'est tout à fait le contraire, c'est faux. Alors, pour la racine postérieure, c'est la racine qui contient le ganglion lymphatique, qui conduit l'influx nerveux sensitif par les fibres nerveuses sensitives. Donc, d'inertie, est-ce qu'il conduit l'influx nerveux moteur? Non, c'est faux. Il conduit l'influx nerveux sensitif. La plaque motrice, c'est un contact, une zone de contact d'une fibre nerveuse et fibre musculaire. Exact. Les cellules musculaires est une cellule géante, c'est-à-dire grande, qui contient plusieurs noyaux. Oui, c'est exact.
Alors, passons pour le raisonnement scientifique, communication écrite, commençons par le système nerveux. Donc, afin de dégager les caractéristiques de certaines activités nerveuses et d'étudier des relations, bien des fonctions de relation, c'est-à-dire la sensibilité, la motricité, les réflexes, chez l'être humain, on vous propose les données suivantes. Donc, en rentrant du travail, Khalid et sa mamie ont eu un accident. Alors, les examens médicaux ont révélé qu'Ahmed avait été blessé à l'arrière de la tête. Essayez de savoir qu'est-ce qu'il a à l'arrière de la tête. Ce qui a entraîné sa cécité, c'est-à-dire la perte de la vue, malgré des yeux intacts. Khalid, quant à lui, a subi une blessure dans le bas du dos, c'est-à-dire la partie lombaire de notre corps, entraînant une paralysie, il ne peut plus bouger, sans perte de la sensibilité de sa jambe droite. Alors, la question demandée proposait deux hypothèses pour expliquer la perte de la vue. Et ici, en se basant sur ces résultats, déduire la cause de la perte de la vue. Donc, si vous avez ici la vision, il faut se rappeler des organes qui interviennent pendant la vision, qui sont quoi? Oui, l'œil, les yeux bien sûr, les nerfs optiques et l'air visuel. Donc, puisque dans le texte c'est indiqué que il y a les yeux qui sont intacts, donc qu'est-ce qu'il reste à supposer? Peut-être il y a une dommage de la zone où il y a l'analyse de la vision, c'est-à-dire l'air visuel, ou bien une lésion au niveau des nerfs optiques. Alors, avant de voir la réponse, on vous donne, pour confirmer la perte de la vision, le médecin a réalisé des examens médicaux qui ont révélé que les nerfs, ils sont intacts. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est la zone endommagée, c'est l'air visuel qui a été endommagé. C'est pour cela qu'il a perdu la vision. Alors, pour déterminer les causes de l'accident, Khalid a décidé, il a déclaré que lorsque je conduisais sur la voiture, j'ai entendu mon téléphone sonner. Je me suis retourné pour le récupérer. En relevant les yeux, j'ai remarqué que c'est déjà trop tard. La voiture avait dévié de la route. J'ai alors appuyé sur le frein. Mais la voiture a glissé. Et c'est ainsi que l'accident s'est produit. Voilà ce qu'elle a déclaré Khalid. Alors, complétez le tableau suivant pour déterminer les caractéristiques des activités nerveuses réalisées par Khalid. Donc, ce qu'il a fait pour vous aider, on vous donne ici les activités nerveuses. J'ai entendu mon téléphone sonner et il a appuyé sur le frein. Donc, ça concerne quelle activité nerveuse? Bien sûr, c'est une sensibilité constante là. C'est pas la vision, je m'excuse, c'est pas la vision ici. C'est faux. C'est le fait d'entendre le téléphone, l'audition, je m'excuse. Alors, j'ai appuyé sur le frein, c'est un mouvement volontaire. Nature et la direction, bien sûr ici l'audition, c'est-à-dire par de l'organe récepteur, c'est l'oreille, avec le nerf qui va conduire l'influx nerveux sensitif, c'est le nerf auditif et l'air auditif qui va recevoir ça. Donc, de l'organe vers le centre, donc on appelle un influx nerveux sensitif centripète vers le centre, ou bien afférent. Pour le deuxième, l'influx nerveux, il est au niveau de l'aire motrice qui se trouve au niveau du rondon, qui va traverser la moelle épinière pour arriver aux organes effecteurs. Donc, c'est un influx nerveux moteur centrifuge qui sort, c'est-à-dire, ou bien efférent. Alors, afin de déterminer la cause, ou bien la cause de la paralysie, c'est pas la cause de la paralysie de la jambe droite et le médecin de la sensibilité chez Khalid, nous proposons les expériences de section, c'est-à-dire la coupure des représentées dans ce document-là qui est en bas. Complétez le tableau. Donc, on vous donne l'expérience et le résultat, c'est à vous de faire la conclusion. Donc, lorsqu'on fait la section au niveau de A, qu'est-ce qu'on a? Perte de sensibilité, bien sûr, et perte de la motricité. Ici, la perte de sensibilité seulement, ici, la perte de la motricité. Donc, la conclusion immédiate qu'on peut dire, logiquement, c'est que ce nerf-là, c'est-à-dire la racine, plutôt le nerf achillien, il conduit les deux influx nerveux sensitifs et moteurs, et on dit que c'est un nerf mixte. Alors, pour cela, lorsqu'on fait la section au niveau de B, perte de la sensibilité, donc, il conduit l'influx nerveux sensitif, et celui-là, il conduit l'influx nerveux moteur. Alors, en se basant sur vos réponses précédentes qu'on vient de voir, expliquez la paralysie de la jambe droite et le maintien de la sensibilité chez Khalid.
et compléter en fin de compte les schémas ci-dessus en indiquant les éléments impliqués lors du mouvement volontaire effectué par Khalid. Voilà le schéma. Alors pour la première, qu'est-ce qui est passé? Donc la lésion de la racine antérieure qui transmet un phénomène moteur, c'est la raison pour laquelle il est devenu paralysé, alors que la conservation de la sensation est due à la préservation de la racine postérieure. Donc la préservation de la racine postérieure, c'est elle qui conduit le phénomène sensitif, il est resté intact. Donc pour le compléter le mouvement volontaire, il naît au niveau de l'aire motrice, bien sûr, et puis il traverse la moelle épinière par les nerfs moteurs pour arriver aux organes effecteurs qui sont les muscles et en fin de compte l'exécution du mouvement pour appuyer sur le frein. Passons maintenant aux exercices de l'immunité. Alors les microbes sont en contact permanent toujours avec notre organisme. Lorsqu'ils traversent les barrières naturelles, par exemple la peau, ou bien les oreilles, ou bien l'œil, ou bien la bouche, ils déclenchent une réponse immunitaire. Parmi ces microbes, on trouve les bacilles tétaniques. Alors, les noms scientifiques, Clostridium tetani, qui lorsqu'il pénètre dans l'organisme, sécrète une toxine qui perturbe la fonction du système nerveux, entraînant une contraction continue des muscles, on appelle un trismus, ce qui conduit à une raideur. Il devient raide, c'est-à-dire solide du corps, et par conséquent, met la vie du patient en danger, parce que s'il y a contraction surtout des muscles de la cage thoracique, l'individu ou bien le patient ne peut pas respirer, va mourir par asphyxie. Donc, pour identifier certains aspects de la réponse immunitaire induite par le corps humain contre ces bacilles, nous présentons les données suivantes. Donc, regardons bien ce document-là. La première souris a été injectée par la toxine tétanique à la mort. Donc, obligatoirement, qui a fait provoquer la mort, c'est la toxine. Il est mortel. Pour la deuxième, en même temps, on va analyser, on va essayer de répondre aux questions qui vont suivre. Donc la deuxième, on a injecté la toxine. C'est quoi la toxine? C'est une toxine, bien sûr, atténuée qui a perdu son pouvoir pathogène. Et il y a la survie de l'animal. En conservant cette souris-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une troisième souris dont on a injecté les lymphocytes de la souris numéro 2 et la toxine tétanique, la mort. Mais si on injecte la toxine puis le sérum de cette souris-là, il y a la survie. Voilà. Passons maintenant pour voir les questions demandées. Donc, on exploite les données du document 1, expliquer les résultats obtenus pour chacune des souris. Donc, pourquoi celle-là est morte? Bien sûr que la toxine tétanique est mortelle, tout simplement. Pour la deuxième, et la survie de cette souris, c'est la toxine tétanique qui n'est pas mortelle. Bien sûr, elle a provoqué une réponse immunitaire contre la toxine. La troisième souris, celle-là. Donc, on a injecté les lymphocytes T. Ils n'ont rien à voir avec cette réponse immunitaire. Donc, la mort de ces 3 lymphocytes T de la souris numéro 2 n'ont pas pu intervenir contre la toxine tétanique. Alors que lorsqu'on a injecté le sérum de cette souris, cette souris qui a été immunisée, il y a la survie. Donc, pourquoi? Alors, c'est parce que la survie de la souris numéro 4 est due à l'injection du sérum de la souris numéro 2 qui contient des anticorps déjà produits par le corps de la souris numéro 2. Alors, quel est le type de la réponse immunitaire? Donc, les voies, il y a 3 voies normalement, naturelles, spécifiques avec ces 2 voies, humorale et cellulaire, ici, parce qu'il s'est produite par la production des anticorps, et on dit que la réponse immunitaire, il se produit à médiation plutôt humorale, parce qu'il s'est produite par la production des anticorps. Alors, pendant qu'ils jouaient, Karim et Ayman ont été blessés. Afin d'arrêter l'hémorragie, Karim a suggéré, il a proposé d'appliquer un peu de sel sur la peau, sur la plaie plutôt. Au bout de 2 jours, les 2 enfants avaient une température corporelle, c'est-à-dire du corps élevée. Les examens médicaux ont montré qu'il avait le tétanos. Alors, document 2 que vous avez en bas représente l'évolution à la fois de la quantité de la toxine tétanique et la quantité d'anticorps dans le sang des 2 enfants après l'infection et en l'absence de tout traitement. Donc, avant de passer pour voir les questions, essayez toujours de voir le document, de lire tout attentivement et tout ce qui est écrit. Ici, la quantité UA, ça veut dire unité arbitraire. Ça, c'est le nom de l'infection.
ici 4 semaines. Voilà les pointillés qui représentent l'évolution de la toxine tétanique. Et ça, c'est pour les anticorps. Toujours la même chose. Mais regardez bien ici pour le Karim, voilà. Voilà cette partie qu'on doit se concentrer pour voir, pour faciliter la réponse à la question qui va suivre. Alors, on exploite les deux dans les documents 2, décrire pour chaque enfant l'évolution de la quantité des anticorps dans le sang après l'infection. Alors, pour Karim, voilà, une augmentation de la quantité des anticorps dans le sang au cours de la première semaine de l'infection, puis une début de diminution après la deuxième semaine de l'infection. Alors que pour Ayman, normalement, les anticorps dans le sang n'ont pas été détectés qu'après la troisième semaine, ici, voilà. Puis, on observe le début d'une diminution de leur proportion après la quatrième. Ici, la quatrième, ça veut dire début de la diminution. Toujours le même exercice, les résultats de document 2 suggèrent que l'un des deux enfants avait soit déjà été infecté par le bacille tétanique, soit avait été vacciné contre tétance. Alors, déterminez une suivante réponse, l'enfant concerné. Donc, regardez ici. Donc, si on va analyser celle-là, on voit qu'il y a l'infection, et pour qu'il y ait la production, ça demande un peu de temps. Voilà, presque 2 semaines ici. Alors qu'ici, directement. Donc, celui qui a été vacciné, bien sûr, c'est, voilà, Karim. Si vous concernez, dès l'infection, il y a une réponse immunitaire, et avec une grande quantité d'anticorps, et dans son corps, on explique cela par l'existence de ces mémoires qui reconnaissaient l'antigène déjà rencontré, c'est-à-dire la toxine, ce qui conduit à une réponse immunitaire plus rapide et efficace. Alors, le médecin traitant a prescrit 2 traitements. Le premier est l'utilisation de désinfectants, un produit pour tuer les microbes qui sont au niveau de la plaie. Le second est l'utilisation de désinfectants en plus de recevoir un sérum antitétanique, c'est-à-dire qui contient des anticorps prêts. À partir des données précédentes et de vos connaissances, déterminez en gestion de réponse l'enfant concerné. Est-ce que celui-là, bien celui-là? Alors, bien sûr, l'élève concerné, c'est Ayman. Pourquoi c'est Ayman? Il n'est pas vacciné. Il nécessite une antisepsie, c'est-à-dire le nettoyage de la plaie pour éliminer les microbes à la surface de sa peau lésée. Et une sérothérapie, c'est-à-dire injection de sérum contenant des anticorps prêts pour neutraliser la toxine tétanique. Merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre examen normalisé, Inch'Allah. Et je vous laisse avec cette citation. Donc vous allez espérer quelque chose. Chaque réussite commence par quoi? Par la volonté d'essayer. Donc ne dites pas que je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, c'est dur pour moi. Essayez et vous allez réussir, Inch'Allah. Bon courage et à la prochaine fois.